Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du harcèlement, de l'intimidation et de la discrimination. Je vais vous expliquer ce que le tout comprend ainsi que comment se protéger. Cette présentation est offerte par l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario et est offerte grâce à la Fondation du droit de l'Ontario. Dans cette présentation, nous allons voir premièrement le harcèlement, ça ressemble à quoi? Ensuite, quoi faire quand on y fait face? Puis la discrimination, ça ressemble à quoi? Ensuite, nous allons voir où et quand porter plainte, comment porter plainte et quelles sont les conséquences possibles. Selon la Commission canadienne des droits de la personne, le harcèlement est une forme de discrimination. Il s'agit de tout comportement physique ou verbal indésirable qui choque ou humilie. En général, le harcèlement est un comportement qui persiste au fil du temps. Les incidents ponctuels graves peuvent parfois aussi être considérés comme du harcèlement. Le harcèlement, c'est une pression grave ou de l'intimidation qui est souvent répétée et est censée offenser ou causer un malaise. Le harcèlement prend souvent la forme de plusieurs comportements répétés sur une période de temps. Il faut donc parfois démontrer qu'il s'agit d'une série de comportements, ce que l'on nomme en anglais un pattern of behavior. Il peut y avoir du harcèlement quand quelqu'un fait des remarques ou des blagues inopportunes sur votre race, votre religion, votre sexe, votre âge, votre handicap ou tout autre motif de discrimination, ou vous menace ou vous intimide, ou établit un contact physique inutile avec vous, comme par exemple vous toucher, vous tapoter, vous pincer ou vous frapper, ce qui peut également être considéré comme une agression. Par exemple, un ami qui se moque à répétition de votre hijab pourrait être constitutif de harcèlement. Un collègue qui fait des remarques inappropriées au sujet de votre apparence, un voisin qui menace votre sécurité après une brusque discussion, ou encore un gestionnaire qui vous masse les épaules malgré vos objections répétées. Passons maintenant à l'intimidation. L'intimidation peut être définie de façon différente, nous allons en voir quelques-unes. Premièrement, l'intimidation peut prendre des formes diverses et se manifester dans différents contextes. Toute personne peut être touchée par l'intimidation, peu importe son genre ou ses caractéristiques personnelles. Elle peut en être l'auteur, le témoin ou la victime. On peut aussi définir l'intimidation comme étant tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non, à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l'inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d'engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostracier. Il y a plusieurs types d'intimidation, notamment l'intimidation physique, qui consiste à frapper, bousculer, pousser ou encore utiliser la force contre une personne. Il y a l'intimidation verbale, qui consiste à faire des commentaires blessants, à insulter ou encore à se moquer d'une personne. Il y a l'intimidation sociale, qui consiste à exclure quelqu'un d'un groupe d'amis ou à colporter des rumeurs sur cette personne. Et enfin, il y a l'intimidation électronique, qui consiste à utiliser la technologie, par exemple un texto ou les médias sociaux, pour blesser ou humilier quelqu'un. Il peut être difficile de savoir si on fait face à du harcèlement ou à de l'intimidation. Pour vous aider à le déterminer, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Premièrement, est-ce que le comportement était inopportun? Le comportement me visait-il directement? Une personne raisonnable considérerait-elle le comportement comme étant déplacé ou offensant? Suis-je mis dans une situation de risque d'une certaine façon? Suis-je offensé par le comportement? Quel est le contexte dans lequel l'incident ou les incidents se sont produits? Est-ce que c'est le premier incident ou s'agit-il d'une série d'incidents? Et suis-je particulièrement visé et traité différemment par les autres? Suis-je ignoré? Quoi faire si on est victime de harcèlement ou d'intimidation? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réagir au harcèlement ou à l'intimidation parce que ce n'est pas de votre faute. Votre réponse est une question de choix personnel. Voici quelques astuces que vous pouvez adopter si vous vous sentez confortable de le faire. Sur le coup, si vous décidez de répondre directement à la personne qui vous harcèle ou vous intimide, soyez ferme. Regardez-les directement dans les yeux et dénoncez leur comportement d'une voix ferme. Par exemple, arrêtez de faire cela, c'est du harcèlement, ou ceci n'est pas correct, ne me parlez pas comme ça. Dites ce qui vous semble naturel, mais il est important de ne pas s'excuser. De plus, ne vous engagez pas en conversation. Les gens qui vous harcèlent ou vous intimident pourraient essayer de se disputer avec vous ou pourraient se moquer de vous.
Aussi tentant que cela puisse être de se lancer dans une guerre verbale avec eux, nous ne le recommandons pas. L'attention peut nourrir davantage leur comportement abusif. Continuez ensuite à avancer. Une fois que vous avez interpellé cette personne, quittez la situation. L'agresseur ne mérite pas votre compagnie. Par la suite, quelles sont vos options juridiques? Vous pouvez premièrement appeler la police. En situation d'urgence ou si c'est un comportement qui risque de se répéter, vous pouvez appeler la police et faire un rapport. Vous pouvez aussi vous présenter en cours pour demander un engagement de ne pas troubler l'ordre public, qui est nommé Peace Bond en anglais. Vous pouvez faire cette demande auprès d'un juge de la paix pour le recevoir. Il faut le renouveler à chaque année. Vous pourriez faire une poursuite au civil et vous pourriez aussi faire une plainte au tribunal des droits de la personne de l'Ontario si le harcèlement ou l'intimidation est fondé sur l'un des motifs protégés. Quoi faire si vous êtes témoin de harcèlement ou d'intimidation? Vous pourriez, par exemple, choisir d'intervenir directement. L'intervention directe consiste à faire face à l'agresseur en disant, par exemple, « Ce n'est pas correct » ou « Laissez cette personne tranquille ». La première chose à faire est d'évaluer la situation. Évaluer à la fois votre propre sécurité et évaluer l'agresseur. L'intervention directe est l'approche la plus risquée puisqu'il y a une possibilité d'escalade. Il est possible que l'agresseur redirige sa colère ou son agressivité à votre égard. Vous pourriez aussi tenter de distraire. La distraction est une approche d'intervention indirecte qui implique de dialoguer avec la personne harcelée et non l'agresseur et de tenter de désamorcer la situation. Vous pouvez les aborder et leur demander, par exemple, « Quelle heure est-il » ou « Je suis perdu, pouvez-vous me donner des directions ?» C'est une question de parler de quelque chose qui va détourner l'attention du harcèlement et mener la conversation dans une direction différente. Vous pourriez aussi tenter de déléguer. La délégation implique une tierce partie, généralement une figure d'autorité telle un policier ou une policière. Si vous êtes dans un magasin, par exemple, vous pourriez vous adresser à un caissier ou à un gardien de sécurité. Vous pourriez différer. Il n'est pas nécessaire que l'intervention se produise au moment où la personne est harcelée ou fait face à l'intimidation. Cela pourrait être aussi simple que de lui demander par la suite s'il est correct. Vous pourriez vous adresser à la personne qui a été ciblée et lui tenir compagnie. Dans certains cas, une situation pourrait vous obliger à tous deux de vous déplacer. Enfin, vous pourriez aussi tenter de documenter l'incident. La documentation du harcèlement ou de l'intimidation avec des images ou des vidéos est une autre façon d'être un spectateur responsable. D'abord, vérifiez si quelqu'un d'autre intervient d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas le cas, utilisez l'une des autres techniques pour intervenir. Rappelez-vous aussi de vérifier s'il est légal de filmer dans la région où vous vous situez. Si oui, gardez une distance sécuritaire et enregistrez les points de repère tels les noms de rue, les numéros d'autobus, la date et l'heure. La seule chose à garder à l'esprit est de ne jamais prendre de vidéos et de la mettre en ligne sans la permission de la personne harcelée. Cela pourrait causer beaucoup de mal. Quelle que soit la tactique utilisée, il est bon d'être préparé. Pensez-y à l'avance et choisissez une stratégie avec laquelle vous êtes confortable et que vous pensez pouvoir exécuter. Les répétitions peuvent souvent vous aider à prendre des décisions plus rapidement dans des situations difficiles. Voici quelques astuces si l'intimidation ou le harcèlement se passe en ligne. Premièrement, prenez vos distances. Mettez fin à la conversation, ignorez les commentaires, votre bien-être est votre priorité. Vous n'avez pas à vous soumettre à des commentaires blessants. Ensuite, conservez des copies. Que ce soit des courriels, des photos ou des messages textes, faites des copies et conservez-les en lieu sûr. Vous aurez ainsi des preuves contre votre agresseur. Ensuite, informez-vous. La cyberintimidation et le cyberharcèlement peuvent être des crimes. Vous avez des droits et vous pouvez vous défendre. La section ressources sur le site cliquetjustice.ca peut donner d'autres pistes de recherche. Ensuite, faites supprimer les commentaires et les photos. S'il est possible, demandez à la personne qui diffuse les photos ou les commentaires d'en cesser la diffusion. Le site web Aidez-moi s'il vous plaît peut vous donner des trucs pour le faire. Si la personne refuse, rapportez les actes de cyberviolence à, par exemple, Facebook, Twitter, Snapchat, Vine, Instagram, etc. Le site web Aidez-moi s'il vous plaît contient beaucoup de renseignements sur la façon de communiquer avec les différents réseaux sociaux afin de leur demander de retirer des images ou des vidéos à caractère sexuel. Si vous avez moins de 18 ans et que quelqu'un a publié une image ou une vidéo à caractère sexuel de vous, il s'agit d'un crime grave. Vous pouvez communiquer avec CyberAide ou directement avec la police.
Enfin, parlez-en. Parlez à quelqu'un à qui vous faites confiance, comme un ami, un membre de votre famille, un enseignant, un directeur d'école, un conseiller scolaire ou une ligne d'aide, comme Jeunesse J'écoute. Vous pouvez appeler Jeunesse J'écoute n'importe quand, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, en composant le 1-800-668-6868. Qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas de preuves? Selon la Commission ontarienne des droits de la personne, le harcèlement a rarement lieu là où tout le monde le voit. Comme il n'y a pas souvent de témoins ou de preuves matérielles pour confirmer les remarques ou la conduite en question, les requêtes pour harcèlement soulèvent souvent des problèmes de crédibilité. Les tribunaux des droits de la personne reconnaissent qu'il peut être difficile de rendre une décision reposant uniquement sur la crédibilité des parties, tout en admettant qu'ils doivent souvent s'en remettre à des témoignages subjectifs. Il n'est pas nécessaire que la conduite soit répétée et vise une seule personne. Un type de comportement envers plusieurs employés, par exemple, peut constituer une instance de harcèlement. Si vous désirez déposer une plainte pour harcèlement ou intimidation, voici les types de preuves sur lesquelles vous pouvez vous fonder. Premièrement, la preuve du fait similaire. Quand la crédibilité est en cause, ce type de preuve peut être présenté pour démontrer qu'il y a un type de comportement qui peut avoir lieu. La preuve du fait similaire peut comprendre des témoignages d'autres personnes confirmant que la personne accusée de harcèlement les a traités de la même manière que la personne qui se plaint. Vous pourriez aussi vous fonder sur des allégations ou plaintes antérieures de harcèlement contre une personne qui pourrait démontrer que celle-ci aurait raisonnablement dû savoir qu'une conduite semblable à l'avenir serait malvenue. L'intention n'est pas un critère indispensable pour établir qu'une instance de harcèlement a eu lieu. Le manque d'intention n'est pas une défense contre une allégation de discrimination, par exemple. Il suffit que la conduite ait eu un effet discriminatoire et l'accent devrait être mis sur les répercussions du comportement suspect. Souvenez-vous que vous n'êtes pas tenu de vous opposer au harcèlement au moment où il survient, pour qu'une violation ait eu lieu ou pour faire valoir vos droits en vertu du Code des droits de la personne de l'Ontario. La discrimination est un acte discriminatoire qui désavantage une personne de manière injuste et qui est fondé sur un motif discriminatoire particulier. Un acte discriminatoire est une action, un geste ou une politique fondée sur un motif discriminatoire et qui désavantage injustement une personne. Un motif discriminatoire est une raison liée aux caractéristiques et à la situation d'une personne. Par exemple, le handicap, l'identité sexuelle et l'expression de genre, l'existence d'un casier judiciaire, l'état familial et extramatrimonial, la croyance, la race et autres motifs connexes, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge et l'état de la cité sociale. Tous ces motifs sont des caractéristiques personnelles qu'on ne peut pas changer à notre égard ou qu'il serait difficile de changer. La discrimination, ça ressemble à quoi? Kalinda travaille dans une usine. Elle fait exactement le même travail que ses collègues masculins, mais elle reçoit un salaire moins élevé. Ceci est un acte discriminatoire fondé sur le sexe. Juliette souffre d'obésité. Elle veut réserver 2 sièges pour son voyage en train. La compagnie refuse en raison de sa politique interne « un client, une place ». Ceci est un acte discriminatoire fondé sur le handicap physique. Hakim a la peau foncée et il porte un turban. À l'aéroport, il est le seul à être sélectionné pour un contrôle de sécurité supplémentaire. On lui demande d'aller dans une autre pièce pour être interrogé et fouillé. Ceci est un acte discriminatoire fondé sur la couleur, l'origine ethnique et la religion. La discrimination peut prendre plusieurs formes. Il y a des lois qui vous protègent. Vous êtes protégé par des lois. Voici les plus importantes. Premièrement, la Charte canadienne des droits et libertés, ou la Charte. Ensuite, la Loi canadienne sur les droits de la personne. Et enfin, les lois spécifiques à chaque province et territoire. Ces lois dictent les raisons pour lesquelles il est interdit de discriminer contre une personne. Par exemple, il est interdit de discriminer contre une personne à cause de son orientation sexuelle. Ces lois expliquent aussi les situations et les endroits où il est interdit de discriminer. Par exemple, il est interdit de discriminer à l'embauche ou au moment de louer un appartement. Est-ce que la discrimination peut être légale? Dans certains cas, oui. Mais pourquoi?
Habituellement, un employeur ou une entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour traiter tout le monde équitablement. Mais dans certaines situations, les mesures à prendre sont trop coûteuses ou représentent un danger pour la santé ou la sécurité. Dans ce cas, l'employeur ou l'entreprise n'est pas obligé de prendre ces mesures, même si cela cause une discrimination. Cependant, l'employeur ou l'entreprise doit avoir des arguments solides et démontrer clairement que les mesures sont difficiles ou impossibles à prendre. Par exemple, Inès vient d'être embauchée par une station de radio. Elle a une mobilité réduite et se déplace en fauteuil roulant. À son travail, il n'y a que des escaliers. Les locaux ne sont pas adaptés pour permettre la circulation d'un fauteuil roulant. Pour traiter Inès équitablement, son employeur doit rénover les locaux. Par contre, la rénovation coûte cher et représente près de la moitié du budget annuel de la station de radio. De plus, les travaux doivent durer 2 ans. La station de radio n'a pas les moyens financiers pour continuer ses activités normales pendant les travaux. Où pouvez-vous porter plainte? Tout dépend de votre situation, c'est-à-dire si la discrimination a eu lieu dans un organisme fédéral ou provincial. Qu'est-ce qu'un organisme fédéral? Par exemple, un ministère, tel le ministère du Revenu, une agence fédérale, telle la Gendarmerie royale du Canada, une entreprise fédérale, telle Via Rail ou Post Canada, un organisme largement financé par le fédéral, tel les musées, ou une entreprise qui doit se conformer aux lois fédérales, par exemple une station de radio, de télévision ou une banque. Qu'est-ce qu'un organisme provincial? Un organisme provincial est un ministère provincial, une école, un hôpital et tout autre organisme public qui n'est pas un organisme fédéral. Certaines entreprises privées sont considérées comme des organismes publics car elles fournissent leurs services au grand public. Par exemple, un immeuble de logement, un restaurant, un magasin, une épicerie et un cinéma. Si la discrimination a eu lieu dans un organisme fédéral, la plainte sera adressée à la Commission canadienne des droits de la personne. Si la discrimination a eu lieu dans un organisme provincial, la plainte sera adressée au Tribunal des droits de la personne de l'Ontario. Attention, le délai pour déposer une plainte est de 12 mois. Les personnes qui croient être victimes de discrimination peuvent porter plainte. Ces personnes peuvent être les employés, les bénéficiaires ou les clients d'un organisme fédéral ou provincial. Ces personnes doivent habiter légalement au Canada. Par exemple, des citoyens canadiens, des résidents permanents, des visiteurs qui sont titulaires d'un permis de séjour ou d'un visa si nécessaire, des réfugiés ou des résidents temporaires comme une personne titulaire d'un permis d'études ou d'un permis de travail. Peut-on porter plainte au nom de quelqu'un d'autre? Oui, mais il faut s'assurer d'avoir le consentement de cette personne, c'est-à-dire son autorisation claire et indiquée par écrit. Les menaces et l'intimidation. Parfois, les personnes visées par la plainte intimident, menacent ou harcèlent la personne qui porte plainte. Ce sont les représailles. Les représailles sont très sévèrement punies par la loi. En cas de représailles, la Commission canadienne ou le tribunal provincial peut mener une enquête et imposer une amende. Il y a 5 étapes à suivre pour porter plainte contre un organisme fédéral. Premièrement, faire évaluer votre demande par la Commission canadienne des droits de la personne. Deuxièmement, essayer de régler à l'amiable. Troisièmement, déposer une plainte officielle. Quatrièmement, participer à l'enquête officielle de la Commission. Et cinquièmement, recevoir la décision finale de la Commission canadienne ou du tribunal canadien. Il y a 6 étapes à suivre pour porter plainte contre un organisme provincial. Premièrement, déterminer si le tribunal peut recevoir votre plainte. Deuxièmement, déposer une requête. Troisièmement, permettre à l'autre partie de déposer une défense. Quatrièmement, assister à une médiation facultative. Cinquièmement, le processus d'audience. Et sixièmement, recevoir la décision finale du tribunal. Il est possible de contester ou de porter appel d'une décision émise soit par la Commission canadienne des droits de la personne ou par le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario. Les conséquences pour une personne qui commet du harcèlement ou de l'intimidation varient selon la situation. Selon la gravité de ses comportements, cette personne pourrait être accusée d'un crime, par exemple le harcèlement criminel, le libelle diffamatoire, l'extorsion, le voyeurisme et les voies de fait. L'harcèlement criminel est un crime.
Il s'agit généralement d'une conduite répétée qui fait craindre une personne pour sa sécurité, celle de ses proches ou de ses connaissances. L'agresseur n'a pas à causer de lésions corporelles pour être accusé de harcèlement criminel. Le simple fait d'avoir fait peur à sa victime suffit. Ce crime comprend aussi traquer quelqu'un, ce qu'on appelle en anglais « stalking ». Le libelle diffamatoire est la publication dans un journal, une publication en ligne, sur les médias sociaux ou toute autre publication écrite de mots qui ont pour but de nuire à la réputation d'une personne en propageant des propos non fondés à son égard. L'extorsion est commise lorsqu'une personne, sans excuse raisonnable et avec l'intention d'obtenir quelque chose, force ou essaie de forcer une autre personne à accomplir ou à faire accomplir quelque chose, que ce soit en utilisant des menaces, en l'accusant ou en faisant preuve de violence. Il y a voyeurisme lorsqu'une personne imprime, copie, publie, distribue, fait circuler, vend, donne une vidéo ou une photo qui a été prise alors que la personne avait des raisons de croire que sa vie privée serait protégée. On parle de voies de fait lorsque quelqu'un menace de blesser ou de tuer une personne, d'endommager des biens ou de faire du tort à un animal qui appartient à quelqu'un. Les conséquences pour une personne qui vous harcèle sexuellement varient selon la situation. Selon la gravité de ses comportements, cette personne pourrait être obligée de vous présenter des excuses, pourrait être obligée de suivre une formation de sensibilisation, de recevoir des mesures disciplinaires allant jusqu'au congédiement, de faire l'objet d'une poursuite civile, par exemple de voir vous dédommager financièrement si vous avez perdu ou quitté votre emploi en raison du harcèlement, et cette personne pourrait aussi être accusée d'un crime. Le Centre d'assistance juridique en matière des droits de la personne est un organisme financé par le gouvernement qui offre des services juridiques aux gens qui croient avoir été victimes de discrimination. Il offre notamment les services suivants: des conseils par le biais de ses lignes d'information téléphonique, de l'aide pratique, par exemple préparer et déposer des documents, ainsi que la représentation du requérant lors de médiations ou d'audiences devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre au site du centre à l'adresse à l'écran. Les ressources à l'écran peuvent aussi vous aider. Si vous voulez parler à un avocat, vous pouvez vous adresser au Centre d'information juridique de l'Ontario. Vous aurez droit à une consultation gratuite de 30 minutes avec un avocat ou avec une avocate. Le centre est joignable au 1-844-343-7462. Le site cliquetjustice.ca vous fournit de l'information juridique en français au sujet de nombreux domaines de droit.